1914, après 1919. Et 1945, n'en parlons pas. Moi, je voulais savoir, ces deux belles demeures qu'on a à Villeneuve, l'hôtel Donadi et l'hôtel des Lauriers, ça a toujours été des hôtels? Qu'est-ce que c'était comme maison et à qui ça appartenait? Pas toujours été des hôtels. Ce sont des maisons du 2e Villeneuve, construites, on va dire, après 1600. À qui elles appartenaient? Alors, je vais vous le dire également. La grande maison qui a été l'hôtel Donadi a d'abord été l'hôtel Ravaille. Il devient l'hôtel Donadi, je pense, en 1926. Et il devient l'hôtel Ravaille en 1886, parce que en 1886, Ravaille Régis, 35 ans, c'est le père d'Étienne, celui qui a été maire de la commune pendant 30 ans, maître d'hôtel. Vous allez me dire, comment habitait-il cette maison? Non, la maison Ravaille, c'est la maison que vous leur connaissez aujourd'hui, qui n'est pas la maison Ravaille, qui est la maison de Renaud. Jean-Léon Guillaume Ravaille, Marie Gisclard, viennent de Plaisance, où ils sont nés, à Villeneuve-sur-Tarn en 1812. Il y a ensuite, deuxième étape, le fils de Jean-Guillaume Léon, qui doit s'appeler Léon Régis Ravaille, se marie avec Rosalie Renaud, qui était la fille de Régis Renaud et d'Anne-Marie Faure, aubergiste. Le fils, qui s'appelle également Jean-Guillaume Léon, se marie à son tour avec Célestine Molinier de Laval-Roquecésière. Et ils ont comme enfant Étienne. Ils sont aubergistes. Et en 1800, je remonte, mais je vais vous donner la chose, en 1885, parenthèse, ce qui est devenu l'hôtel Donadi était la maison Amiel, qui possédait pratiquement toute cette partie du village. Il faut que vous enleviez la maison Panisse, la Forge, le café Clouscar, la maison Bardière. Il avait toute la maison du haut. Il avait tout ce qui était le presbytère avec la grange derrière et toutes ces étables qui étaient ce qui constitue à peu près aujourd'hui la maison de Guillemet, l'ancienne maison des Crozes et compagnie. Tout cela lui appartenait. Martial Amiel, qui a été maire de Curval de 1842 à 1848. Il est venu en cette maison pour gendre en 1812. Il est venu dans la maison Féral. Donc cette hôtellerie appartenait aux Féral. Les Féral qui sont également des notaires de Gaïcre, dans lesquels il y a encore des successeurs avec la famille Caradjé. Donc je reviens à Martial Amiel. Martial Amiel, c'est celui qui est très important, il a toutes les portes ouvertes. Il est à Paris, il n'habite pas Villeneuve. Je vous dirai tout à l'heure, il est détesté à Villeneuve. Il est à Paris, il a à peu près toutes les portes ouvertes, il va au ministère des cultes, il va au ministère des travaux publics, il dit au maire de Curval, monsieur Bonnet, mais vous ne faites pas de soucis, je vous ferai avoir la subvention achetée, il n'y a pas de soucis, tranquillisez-vous, je vous garde. Quand il va le presbytère en particulier, ne vous faites pas de soucis, vous aurez les sous pour le faire arranger, achetez-moi la maison, il n'y a pas de problème, etc., etc. Et donc, cet Amiel, il est à Paris, et il a ce qu'on appellerait aujourd'hui un lycée privé. Il est chef d'institution. Je n'ai pas réussi encore. Il habite à Paris, rue du Val-de-Grâce, numéro 5. Il est dans le 5e arrondissement.
pas la Badieu. Hein. Et donc, ses enfants sont à Paris aussi. Son fils est également directeur d'institution, chef d'institution. Il a également 2 filles, je passe sur le détail, ça ne vous intéresse pas. Le tout est que quand il décède en 1885, aucun des enfants ne souhaite garder les biens qu'il a à Villeneuve. Et je vous assure qu'il en a. Des maisons et des terres. Il a le moulin de Panis, il a... Alors, précisément, les enfants ne devaient pas s'entendre entre eux, puisque c'est vendu sur licitation, au tribunal et aux enchères. Très intéressant pour l'historien, parce qu'on a tous les lots, toutes les contenances, toutes les superficies, le prix de mise à prix, le prix de l'enchérisseur, et qui a enchéri. Alors donc, par exemple, pour répondre à la question que vous me posez, le 16e lot, la mise à prix, je dis en me reprenant, le 16e lot a été mis aux enchères sur la mise à prix de 6 600 francs. C'est la maison d'Hubert. 6 600 francs. Hubert et Malcolm. Non, que la maison d'Hubert. Tout lui appartenait, mais il a vendu en 2. Il a vendu le reste à quelqu'un d'autre. Parce que le reste, c'était la ferme pour lui. Voilà. Plusieurs bougies ont été successivement allumées pour la durée desquelles plusieurs enchères ont été successivement mises et ont porté le prix à la somme de 7 300 francs. 3 bougies ayant été successivement allumées et s'étant éteintes sans nouvelles enchères, nous avons déclaré le dit sieur Ravaille Léon Régis, propriétaire demeurant à Villeneuve-du-Tard, commune de Curval, dernier enchérisseur, adjudicataire du lot, aux clauses et conditions, etc. Et nous sommes ici en 1885. Et en 1886, Régis Ravaille n'est plus aubergiste, il est maître d'hôtel au recensement. Donc il a ouvert l'hôtel tout de suite, après ça. Pour la petite curiosité, je vais vous faire grâce de certains détails. Le moulin de Panise et ses dépendances, tout le monde sait que c'est Coutouli Désir qui l'a acheté à l'époque. Et puis ça appartient à la famille Coutouli. Voilà, donc on peut vous dire, tous ceux qui ont acheté, pas de problème. Et la maison à côté, la ferme, il y a eu quelques imbroglios, il y a eu surenchère, il y a eu folle enchère, et ça s'est terminé dans les mains de Chamaillou Jean-Pierre, originaire de Cadix, négociant. Je crois qu'il était marchand de vaches. Et ce Chamaillou Jean-Pierre n'a eu que des filles, dont une, Léonie, qui a hérité de cela, s'est mariée avec Cadars, d'où le nom des derniers propriétaires de Cadars. Parce que sur les cartes postales qu'on possède, on voit bien que c'est le même bâtiment, avec les mêmes clochetons, les mêmes... Oui, c'est le même bâtiment. Mais pour... je vous fais grâce des détails, parce que... Enfin, non, pas de tous quand même. Parce que la ferme, il y a un fermier, avec un bail à ferme, bien sûr. Et il faut respecter le bail, celui qui achète s'engage à laisser le fermier jusqu'à la date. Et la ferme, elle était louée moyennant 1500 francs par an, c'était pas rien à l'époque, 1500 francs par an, mais il y avait beaucoup de bonnes terres. Et surtout, cette clause qui est très intéressante et que j'ai comprise plus tard. Monsieur Amiel, quand il venait ici au mois d'août et de septembre, les vacances scolaires, bien sûr. Il était à Paris. Et il y a entre autres conditions, on doit lui livrer 150 œufs, on doit lui livrer des poules, des poulets, et surtout 2 litres de lait par jour en août et septembre. 2 litres de lait par jour, si cette condition est stipulée dans le bail, c'est que le lait n'était pas si courant, c'est que les prés n'étaient pas si courants que ça, et effectivement, on se rend compte que les prés et les vignes ont à cette époque-là, par rapport aux maisons d'habitation, un prix faramineux. Songez, la maison, elle est mise à prix à 6 500 francs, et un pré à la rivière de 1 hectare, 40 arts, plus un autre pré de 60 arts, ça fait 2 hectares de pré, sont sur la mise à prix de 4 500 francs. Ça vous en dit long sur la valeur que l'on reconnaissait à ce moment-là et à la valeur du lait. Voilà, je pense que j'ai répondu pour la maison
Amiens, la maison, l'hôtellerie des Lauriers. Ce n'était pas non plus l'hôtellerie des Lauriers. Alors, je ne vous ai pas tout dit, bien sûr. Monsieur Ravaille exploite cela jusqu'à 1926. C'est lui qui est porté maître d'hôtel sur les recensements. Et en 1926, c'est Adrien Donadille, cordonnier, qui devient maître d'hôtel. C'est donc le moment où Adrien Donadille a pris la suite de Ravaille. Et à ce moment-là, M. Ravaille, entre-temps, il est passé boucher, patron boucher, et en 1926, sur le recensement officiel, il est porté négociant en biens. Donc, il achetait, il vendait des fermes aussi. L'hôtellerie des Lauriers. Alors, l'hôtellerie, et donc la maison Amiens, 1885, tout le monde a disparu de Villeneuve. C'est devenu donc ce que vous savez. Ils ont vendu. La maison de l'hôtellerie des Lauriers, c'est un peu différent. C'est une famille qui s'éteint. En 1884. Il y avait à Villeneuve des familles roques que l'on distinguait, la plupart du temps, par le nom de la femme. Roque Bermond, parce qu'il était marié avec une Bermond. Roque Artaud, parce qu'il était marié avec une Artaud. Roque tout court, puisque bon, il y en avait un qui pouvait rester Roque tout court, on ne le confondait pas. L'hôtellerie des Lauriers, c'est Roque tout court. Jean-Pierre Martin Roque. Il sera agent municipal de Curval pendant un an, la période du directoire, 1796-1797. Il décède en 1884 et il n'avait qu'un fils qui est mort avant lui. Il a de nombreux héritiers, 23 ou 24, il y a tout le détail dans la vente aux enchères également. Les héritiers, aucun n'est intéressé par quoi que ce soit, ou bien ils n'ont pas le moyen de dédommager les autres. C'est également quelque chose qui se vend aux enchères. En 1884, juste un an avant, il se vend aux enchères. Et la mise à prix de la maison, avec les cambons qui vont jusqu'aux tables, dessous, ça doit faire, je ne sais pas combien il y a la contenance, il y a 3 ou 4 numéros, peu importe. C'est sur la mise à prix de 12 000 francs. Je vous rappelle que l'ensemble de l'hôtellerie du Haut était sur une mise à prix de 6 006 et 6 005, 13 100. Mais il n'y avait pas de la terre là-haut, pratiquement pas, que la petite cour derrière. Donc vous voyez que c'est à peu près les mêmes prix. Et c'est vendu aux enchères, et l'enchérisseur est Frédéric Bardière, lequel, au recensement de 1886, est également porté maître d'hôtel. Et il y a sa cuisinière, le nom de sa cuisinière, le nom de ses domestiques, il y a tous les détails qui parlent. Donc, vous voyez le lien entre ce développement hôtelier et la construction du pont. Les dates ne trompent pas. Et donc, pour faire court, Frédéric Bardière, pour l'hôtellerie des Lauriers, est quelqu'un qui est célibataire, qui le restera d'ailleurs. Ce qui fait que, à son décès, l'hôtellerie des Lauriers ne sera pas vendue, elle va changer de main. C'est un peu compliqué à vous expliquer comment le changement s'est fait. Je ne sais pas comment. Frédéric Bardière avait comme cuisinière une personne de la Guépie qui s'appelait veuve Basse-Léonie, Madame Basse, qui avait, à l'époque, Frédéric Bardière avait acheté la petite maison entre la maison Soutadé et l'hôtellerie des Lauriers, qui est sa cuisinière. Quand il est un peu âgé, Frédéric Bardière se retire dans cette maison avec cette femme. Dans le recensement officiel, elle devient domestique. Et c'est en 1926, je ne préjuge de rien, elle a 20 ans de moins que lui. Et au même moment où lui devient cultivateur avec
Madame Basse comme domestique, à un même moment, il y a Élie Pédèche qui devient maître d'hôtel. Or, Élie Pédèche est le neveu de Madame Basse, qui est née Bouldoire. La femme d'Élie Pédèche est Alphonsine Bouldoire. Voilà comment la chose se fait. C'était des remerciements pour service rendu, je ne sais rien. Je ne sais pas. Ceci n'est pas écrit. Ceci n'est pas écrit. Et puis ensuite, vous connaissez la suite. Les Pédèches sont sans enfants et c'est un neveu de Caseville qui prendra la suite, Jacques Truisset. Pour l'hôtellerie des Lauriers. C'est intéressant aussi parce que avec Amiel, en 1885, la vente Amiel, avec la succession Roch en 1884, je dirais que c'est l'ancien régime des grandes familles de Villeneuve qui disparaissent, avec l'habitude de rester Paul Roch, donc le dernier, dont le surnom était Sarny. Sarny, c'est Cernin, mais pas pourquoi il l'appelait Sarny. Il a fait un testament qu'il a remis chez Monsieur de Saint-André, chez les deux Passemard. Pourquoi pas chez un notaire, je ne sais rien. Chez Monsieur de Saint-André. Et il a dit dans son testament qu'il fallait distribuer 12 hectolitres de blé aux pauvres de la paroisse. Tradition d'Ancien Régime, faire l'aumône aux pauvres. Ce sera la dernière fois que j'ai trouvé ceci pour la commune de Curval, une telle distribution. Et il y a en même temps les personnes qui ont bénéficié de cela. Ça ne vous dira, certains vous diront peut-être quelque chose, d'autres ne vous diront rien du tout. Platé à la pièce, 1 hectolitre. La pièce est une petite maison qu'il y a entre le port et Rouquayrol, en tant que c'est fermé. Crozes Auguste, ça peut parler à certains, des Crozes, il y en a eu en Villeneuve jusqu'en 1950 par là. Dit Toulouse, 3/5. Félicie Réveil, veuve Savatier, 4/5. Finotte Amiel, veuve Galtier, 1 hectolitre. Céleste Poustomise à Rouquayrol, 2/5. Vous savez que le 5e, c'est un 20e d'hectolitre. Hein. On le disait couramment dans nos campagnes, une 5e de latte. Cabal, carillonneur à Rouquayrol, 3/5. Mathieu, journalier, père de 6 enfants à Rouquayrol, 1 hectolitre. Marianne, la petite Marianne, célibataire au Pradels, 3/5. Marie-Rosalie Villeneuve à Fajol, 2/5. Virginie Saïsset, épouse de Villeneuve, dite Alexandresse, 3/5. La distribution aux pauvres de la paroisse. C'est la dernière fois que je vois à Villeneuve ce genre d'aumône, on va dire. Donc voilà pour l'hôtellerie des Lauriers. Si vous avez d'autres questions également, vous pouvez la poser. Parce que... Le presbytère. Le presbytère. À cette époque-là. Oui. C'était un presbytère, puisqu'il n'y avait pas de. Il n'y a pas de curé. Si, la paroisse a été créée en 1842. Alors, je vais vous donner le presbytère. Alors là, c'est épique. La correspondance entre M. Amiel à Paris, parce que ça appartenait à M. Amiel. M. Amiel à Paris et M. Bonnet, maire de Curval, et M. l'abbé Lorenz, curé de Villeneuve, est une correspondance très instructive. Et en particulier, vous y verrez que c'est un peu compliqué. Amiel veut vendre le presbytère et la grange qui est derrière. Le presbytère était déjà loué pour loger monsieur le curé, en partie, pas dans tout le presbytère si j'ai bien compris. Et monsieur Amiel se propose donc de le vendre. Vous allez voir, c'est extrêmement instructif. Mais monsieur Amiel,
à Villeneuve, au dire parce que c'est pas facile à savoir, a empiété un peu partout sur l'espace public. Un peu partout. Bon. Alors, le Conseil, après avoir délibéré sur cet exposé, exprime l'avis que la commune peut, sans graves inconvénients, faire l'abandon des passages et ruelles susmentionnés, passages et ruelles, pas... que cependant M. Amiel éprouverait un grand dommage à ce que la commune revendique les terrains par lui usurpés, que devant ces considérations, il propose de faire offre à M. Amiel de la somme de 2000 francs pour prix de la maison servant de presbytère avec la grange contiguë jusqu'au numéro 73 et ses dépendances, spécifiant que si l'offre est acceptée, la commune fait abandon des passages et ruelles sus-mentionnés. Le Conseil charge... Alors ils vont discutailler, je vous parle, passe sur la correspondance. Ils voulaient 4 500 € de la maison... francs de la maison et de la grange, et le conseil municipal lui dit non, on est bien d'accord pour vous abandonner les ruelles et les passages, 200 mètres carrés par-ci, c'est pas rien, hein, mais vous vous contenterez de 2000 francs pour le presbytère. Alors bien évidemment, ça arrangeait aussi M. Amiel, parce que s'il avait fallu qu'il rende ces choses d'impiété, c'eût été assez délicat. Et finalement, on va trouver une solution. Je vais vous la lire en son entier, parce que c'est elle qui sera acceptée. L'an 1874, et le 17 du mois de mai, le conseil municipal de la commune de Kirval, réuni sous la présidence de M. le maire, en vertu de l'autorisation du préfet Bourgnol, secrétaire, le président a rappelé à l'Assemblée sa délibération prise le 22 février dernier relative à un échange projeté entre la commune et M. Amiel. Il a donné communication de l'acceptation régulièrement consentie par le dit M. Amiel à la date du 3 mai courant. Le Conseil, après avoir délibéré sur cette communication, ordonne son approbation à l'échange projeté, a donné son accord à l'échange projeté, le dit échange consistant de la part de la commune en l'abandon d'un passage situé entre les parcelles numéro 76 et 73 du plan cadastral de la commune de Curval, section A, d'un passage ou rue situé entre les numéros 70 et côté 66 et 64 de l'autre, même section, sur une longueur de 16 mètres environ, d'une superficie de 200 mètres carrés environ, à prendre dans les numéros 70, 69, 71, 72, 73 et 76, qui sont tous devenus la propriété de M. Amiel, formant un parallélogramme avec le droit pour M. Amiel de clore le dit espace d'une muraille ou grille faisant parallèlement face à l'église, la dite clôture courant en ligne droite et parallèle à la distance de 11 mètres mesurée depuis la façade. Donc vous voyez, vous avez les maisons Panisse, les maisons Couscar et l'ancienne maison Barrière, c'est une clôture, une grille de M. Amiel. Ça a été vendu ensuite, personnellement. Sous la réserve expresse que cette clôture ne dépassera pas l'angle du four existant, non plus que la porte de l'écurie dépendant de la maison numéro 76. La maison numéro 76, c'est le presbytère. La porte de l'écurie, vous savez, elle est là. Voilà. Alors, le dit échange consistant de la part de M. Amiel à la cession en faveur de la commune d'une maison, il y a le numéro 76, d'un terrain aujourd'hui clos de murailles et cultivé en parterre, il y a le numéro 68 du plan cadastral, etc., etc. Enfin, notez bien ceci, parce que c'est extrêmement important.
le dit monsieur Amiel, prendra l'engagement de concéder aux habitants du village de Villeneuve le droit d'user du four adossé au numéro 70, ci-dessus mentionné, sous la réserve pour le dit monsieur Amiel que les cendres demeureront sa propriété. Et donc, la commune lui demande de laisser son four à l'usage de la population de Villeneuve. Cette dernière clause ne sera pas acceptée par Amiel. La commune finira par y renoncer et nous sommes en 1884. En 1886, voyons, que je retrouve Frédéric Bardière parce que c'est lui que je cherche. Où est-il, ce brave homme? Bardière Frédéric, maître d'hôtel, 31 ans, voilà ce qu'il y a dans sa maison et son ménage. Bardière Victorine, sa sœur, 27 ans. Amiel Joseph, domestique boulanger. Il a, comme la clause de la mairie demandant à ce que le four de M. Amiel soit utilisé par les gens du village n'a pas été accepté, que finalement ils ont été d'accord sans ça, Frédéric Bardière, maître d'hôtel, a un ouvrier boulanger et vend le pain à tout le village. C'est à la même époque où Maximilien Alma, dont le père était cordonnier, va lui aussi devenir boulanger, avant que, 10 ans après, François Fabre, fils de Léopold, entrepreneur du Pont, ne fasse une boulangerie, on va dire, de standing pour l'époque. Voilà pour les boulangeries de Villeneuve. Gendre Boulanger était marié avec une Marty de Crespieux, sur la commune de Trégère. Beulaio. Comment? Marty de Beulaio. Ah, non, Crespieux, là. Crespieux, c'est dans le Rec, quoi. Oui, Beulaio. Non, à Beulaio, en haut. Dans le ruisseau, il boit l'eau. C'est un moulin, non? C'est une ruine, oui. Je rajouterai dans les trames familiales qu'il y a une imbrication très forte de parenté entre les Pigeol, les Coutoulis, les Roques et les Bardières. Pour s'y retrouver, la mère de Pierre Pujol, c'est Anna Coutouli, sa grand-mère, c'est Justine Lacroix, son arrière-grand-mère, c'est Fanny Bardière. C'est très imbriqué avec les Coutouli. Tant et si bien, mais j'en parlerai tout à l'heure, ça va entraîner des luttes dans le village. C'est la 4e partie. Non mais attendez, l'hôtellerie et l'ouvrier, ça date de combien d'après vous? La maison, La construction, hein? oh, ça c'est en gros 16e? 16e. Du 16e? 16e. En gros, hein. J'ai pas de date précise, mais Et avant c'est pareil. hein? pareil. Pareil. C'est lorsque le bac a été créé que ces maisons se sont développées. Voilà. Ben, c'était dans le bourgeois, Et les maisons de... non, c'est plus ancien, la maison soudadée. C'est plus ancien, ça. Ça, il te faut le rattacher au village primitif, sauf la maison de basse qu'a actuellement Madame Chaillet. Sinon, il faut le rattacher au village primitif, le reste. Par exemple, à titre indicatif, lorsque les héritiers Roques vendent l'hôtellerie des Lauriers à M. Frédéric Bardière, j'ai retrouvé incidemment, mais alors ça va m'obliger ça m'a posé une question supplémentaire que je n'ai pas résolue. En 1842, M. Roque avait vendu la maison qui est en face, qui est aujourd'hui la mairie, qui a été une maison Bardière, qu'il a vendue pour y mettre les écoles en 1918, 20 par là, je ne sais plus très bien.
Cette maison a été achetée en 1842 par Pujol. Et avec la condition expresse d'interdiction de l'exaucer. C'est que donc cette maison était basse. Et quand les héritiers vendent en 1884, c'est très bien stipulé dans le cahier des charges, ils renoncent à cette clause pour le propriétaire de la maison. Et donc, c'est après 1884 que ce qui est aujourd'hui la mairie a reçu le premier ou le second étage, en tout cas le second, qui n'y était pas. Seulement, le problème, c'est qu'elle était bardière quand elle a été vendue. Donc, il y a dû y avoir un échange avec Pujol, c'est ce qu'il faut que je vérifie, que je n'ai pas vérifié. Ça a été vendu à des Pujol. Oui, elle était vendue à Pujol en 1842. Mais Pujol, la famille, il avait reçu. Et je n'ai pas encore eu le temps de retrouver l'acte. Il y a, dans les enchères, il n'y a que le nom, à Pujol. Donc, je ne sais pas lequel. Il y en avait plusieurs Pujol. Mais c'est tout ça de la famille. Hein, et puis, il faudra que je retrouve l'échange avec Bardière, parce qu'il y a eu un échange, c'est sûr. Et on peut remonter la construction de la maison sous par exemple, on peut savoir. Oui, oui, oui. Il suffit de... C'est pas toujours évident, pas toujours facile. Il faut, avec les actes notariés. Ouais. Ah oui, mais avec celui-là, tu retrouves le précédent, avec le précédent, tu retrouves le précédent. On remonte très loin quand on a un point de départ avec les actes notariés. Ce qui est plus difficile, c'est lorsqu'on n'a pas la précision du notaire. Ça arrive. Parce qu'à l'époque, les notaires étaient nombreux. Il y en avait un à Villeneuve, il y en avait un à Trépasse, il y en avait deux à Gaïcre, il y avait Féral dans le village et Amiel au Mercadial. Et il y avait un notaire à la Salesse, il y avait un notaire à la Pagésier, il y avait un notaire à Alban, il y avait un notaire à Miole. Alors, quand on ne vous dit pas devant qui l'acte a été passé, vous n'avez pas fini de tourner les pages. Parce que c'est par hasard que l'on tombe sur le bon. C'est pas facile. Oui, les archives de ces notaires, ils sont allés où? Et, par exemple, les archives de Villeneuve sont allées au notaire d'Alban, Voilà. et au bout d'un moment, ensuite, c'est allié aux archives départementales. Ah ouais, aux archives. Seulement, il faut que vous connaissiez le fond, parce qu'aux archives départementales, il faut que vous demandiez le fond. Alors, si vous allez à, je ne sais pas moi, aux archives départementales, si vous voulez consulter Roch, notaire de Villeneuve, par exemple, parce qu'il était notaire, là, Roch, il faut demander le fonds condamine à Alban. Et dans le fonds condamine, il y a les registres du notaire Roch. Tous? Oui, ils sont tous. Oui, par exemple, si j'avais le temps, vous pouvez remonter tous ceux qui ont été consuls de Villeneuve-sur-Tarn avant la Révolution, tous les 2 ans, devant le notaire, c'était spécifié. Je voulais te demander, Oui. est-ce que les amiels du Mercadial Oui, avaient un rapport avec les amiels de Villeneuve? oui, c'est un frère. Ah, Quand il vient en 1812 à Villeneuve, se marie avec Rose Féral. Il a son frère qui reste au Mercadial. D'ailleurs, le dernier propriétaire du Mercadial, c'était Vincent Amiel. Pour la petite histoire, il est enchérisseur dans la vente des biens Roch pour un prêt, je ne sais plus où. J'ai oublié parce qu'il y en a tellement que... Oui, c'est la même famille. Par contre, je ne sais pas si c'est la même famille, s'il y a un lien de parenté avec les Amiel de la Tourette et les Amiel liés à la famille de Roquefeuille. Ah, j'ai pas eu l'occasion de vérifier s'il y a des... Ce ne serait pas une surprise qu'il y en ait, mais je ne le sais pas. Je ne serais pas surpris. J'ai trouvé un document qui dit que Amiel du Mercadial. J'ai trouvé un document qui dit que Amiel du Mercadial a des terrains à la Tourette. C'est mon grand-père qui les avait achetés. Comment? Et qui demandait l'autorisation pour traverser avec la barque. Donc, il y a des liens qui sont... C'est fort probable qu'il y ait lien, parce que vous me parliez des 2 Roquefeuille. Les 2 Roquefeuille, la femme du dernier de Roquefeuille qui est à Villeneuve est une Gabrielle Amiel qui est du Burg, commune de Saint-André. Vous savez où c'est le Burg exactement, commune de Saint-André? Ça vous dit quelque chose là? Non. Bon, peut-être jeudi à trouver ça. C'est la dernière qui a été à Villeneuve, les derniers de Roquefeuille. Et c'est une famille qui ne s'est pas éteinte. Les enfants sont tous des militaires
Il y en a un qui est tué dans la conquête de l'Algérie en 1840, un autre qui meurt à l'hôpital de Saint-Omer, militaire également, et il y reste une fille, Émilie de Roquefeuille, qui se marie avec Pierre Catalan, médecin à Valdériès. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir la descendance de ce Pierre Catalan à Valdériès. C'est la suite de la famille de Roquefeuille qui, en 1855, vendent tous leurs biens à Villeneuve. Qui les achète? Monsieur Amiel. Et les Amiel, les Gaïcre et la Tourette, c'est pas pareil, non? Oui, je crois que oui. Oui, oui, je ne m'en suis pas préoccupé, mais on peut trouver le lien de parenté. Et Martial Amiel a été maire de Curval de 42 à 48. Oui, ils étaient bien parents, on les a trouvés dans des recherches familiales. En règle générale, vous pouvez supposer à cette époque-là, vous pouvez supposer que tous ceux qui ont le même nom ont, de plus ou moins loin, un lien de parenté. En règle générale. C'est ainsi que j'ai pu vérifier que tous les chiffres de Curval étaient parents. Sans exception. Avec des degrés divers, mais ils sont tous parents. Alors bien sûr, il faut remonter loin quelquefois. Et ce serait pareil pour les Jalbi, ce serait pareil pour les Bonafé, vous trouveriez un ancêtre commun. Et pour ceux qui ont un prénom, un nom de famille? Alors là, en principe, un prénom, un nom de famille, c'est plus compliqué parce que ça peut être un prénom qui a été donné comme nom de famille, ça pouvait se faire. Ça peut être aussi un enfant dont on ne savait pas qui étaient les parents. Et à une époque, à l'état civil, on donnait 2 prénoms, 2, le second servant de nom. Mais c'est difficile à savoir. Hein. Quand on n'a pas la preuve, c'est très très difficile à savoir. Je ne pense pas que ce soit une règle infaillible, puisque, bon, moi je m'appelle Robert, de mon nom de jeune fille, et la famille Robert, on est remonté jusqu'à 1610, Ça existe, oui. et c'était tous des Robert. Hein. Oui, oui. On ne peut pas en déduire. C'est difficile. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. À une époque, ils ont arrêté de donner 2 prénoms aux enfants trouvés. Ils se sont mis à donner des noms très fantaisistes. Difficiles à porter, quelquefois. C'était pas sympa. Ou de vigne? Il y a des noms de Vieille mâle? Gratte-cap. Pas sympa, hein. Vieille dame? Oui, oui, c'est vraiment pas sympa, quelquefois. Vraiment pas sympa, hein, quelquefois. Tantôt, ils se sont mis à donner des noms d'îles grecques. Tantôt, tout à fait bizarre. Voilà. Il y a le fait aussi que il y a beaucoup de noms qui se sont déformés au fil des étapes. Parce que l'orthographe, à un moment donné, c'était pas une science exacte. Les Delmas et les Dumas, ce sont les mêmes. oui. Les Delbosque et les Dubois, ce sont les mêmes aussi. Mais tantôt on a laissé le nom occitan, tantôt on l'a francisé, tantôt on l'a écrit de travers, tantôt on trouve toutes sortes de choses. Finalement, la graphie des noms de manière définitive, c'est le XXe siècle. Hein. Même en plein XIXe siècle, vous avez, quand les gens se marient, quantité de gens qui demandent rectification de l'orthographe de leur nom. On dit, mais non, mon père, ça ne s'écrivait pas comme ça, et ils en profitent au mariage pour faire rectifier le nom. Par exemple, Bouissou, vous avez dans la famille Bouissou, vous avez à Saint-Cernin, vous avez des Bouissou avec I et des Bouissou avec Y. Et ils ont les mêmes parents. Ah ben, c'était pas très réglementé. Hein. C'était facile à faire à l'époque. À l'heure actuelle, ça... Actuellement, c'est quand même normalisé. Hein. Voilà le cas de Fraïcide, tout le monde dit Fraïcide, ça Oui. dit grec. Ah oui. Maintenant, ils l'écrivent partout avec Avec un i. Alors, par contre, petite précision pour ceux qui connaissent l'occitan, les noms en Y
sont des noms occitans mal écrits. Parce que vous savez qu'il y a une graphie occitane officielle. En occitan en particulier, la consonne finale ne se prononce pas. Quand vous dites loupa, ça s'écrit P-A-N en occitan. Et quand vous dites Koutouli, ça s'écrit I-N. Quand vous dites Jalbi, ça s'écrit I-N. Quand vous dites Roussi, ça s'écrit I-N en occitan. Quand vous dites Roussoli, ça s'écrit I-N. C'est tellement vrai qu'en occitan, la femme de Jalbi, comment vous l'appelez? Et vous voyez qu'il ressort le N. Et la femme de Roussi, vous voyez, il y était le N. Et on l'a remplacé dans l'orthographe moderne par la graphie Y. Mais c'est parce que le graphiste ne connaissait pas l'occitan. Sinon, il l'aurait... Dans les plus anciens documents, par exemple, Koutouli, qui est une des plus vieilles familles de Villeneuve, qui n'a pas changé de nom jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est rare, il faut qu'il y ait des garçons. Sinon, non, dans les tout premiers actes, Koutouli, c'est Koutoulin, IN. Alors, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Curval a perdu un L? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a rajouté un L. On a rajouté un L. Tout le 19e siècle, il n'y a qu'un seul L. Et puis, ensuite, il y en a deux. Alors, il faudrait que j'aille pour cela, en fait, consulter les délibérations de la préfecture, parce que c'est elle qui a pu changer le nom, l'orthographe officielle du nom. La vieille graphie Curbalo n'a qu'un L. Alors, je ne sais pas. Là, je dois vous dire que je ne sais pas. Et je ne sais pas officiellement quand les deux L se sont imposées. En tout cas, pas au 19e siècle, c'est du 20e siècle. Tout d'un coup, on voit deux L, les papiers officiels. Mais il y a une raison, bien sûr. D'autres documents sur d'autres éventuellement familles. Alors, à titre indicatif, des familles dont vous pensez qu'elles peuvent avoir complètement disparu et qui en fait vivent sous d'autres noms. Est-ce qu'on a trace à Villeneuve de familles qui, au XVIIe siècle, ont émigré aux États-Unis, en Argentine, au Canada? Il y en a eu beaucoup à ce moment-là. Est-ce qu'on a une trace de famille de Villeneuve qui soit partie? Je n'ai pas trouvé de traces de famille de Villeneuve qui soit partie dans les registres paroissiaux. Par contre, il y a un Carayon qui, à la fin du 19e siècle, est parti en Algérie. Oui, c'était moins loin. C'est beaucoup plus tard. Non, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai pas trouvé. Les de Roquefeuille, c'est une famille. Il y a deux branches dans les de Roquefeuille avec et la première branche qui vient du côté de Millau, de Creissels, dans l'Aveyron. Les deux Roquefeuille ont été seigneurs de Saint-Cernin au 1600 et quelques, bon, je n'ai pas toutes les dates en tête. Et la famille qui était à Villeneuve, par le mariage d'Antoine, parce que, vous savez, au départ, dans les années 1800, l'état civil, c'est un exercice à trous. Tout est imprimé, il faut compléter simplement. Mettre le nom, le prénom, avec date de naissance et compagnie. Alors, à l'époque, le secrétaire de mairie ou le maire, je ne sais pas qui rédige l'acte, je ne sais rien, quelquefois ne s'embête pas beaucoup. Fils de, un trait. Quand il s'agit du décès, fils de, sans autre renseignement. C'est pas établi, hein. C'est pas établi. C'est pas établi. Et de Roquefeuille, qui se marie à Villeneuve en 1812, qui sera la dernière famille à Villeneuve, se marie avec quelqu'un du Cantal qui habite à Castres. Lui, il est né à Gignac dans l'Aude. Antoine de Roquefeuille. Antoine de Roquefeuille. Et donc, c'est la fille qui va se marier, Émilie, avec Catalan, médecin de Valdériès. Tous les enfants meurent, soit en bas âge,
soit les deux autres militaires, l'un dans la conquête de l'Algérie, la pacification de l'Algérie en 1841, et un autre à l'hôpital de Marseille pour la même raison. Mais cette famille s'est éteinte en fait. À Villeneuve, non, il restait Adélaïde de Roquefeuille, posez la question, je vous réponds, Adélaïde de Roquefeuille qui était épouse d'un roc et qui était propriétaire du presbytère. C'est à eux que Amiel l'a acheté en 1855. Mais la famille a quitté Villeneuve en 1855. Je ne sais pas où elle est partie. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est partie. Adélaïde de Roquefeuille a vendu, je ne sais pas, à Amiel et après, je ne sais pas. On peut supposer que comme c'était des militaires, la plupart, bon, Oh, c'était militaire. ils n'étaient pas très attachés au terroir comme nous. Donc, Ah, mais ils étaient en campagne, oui, la plupart du ils temps. sont partis. Oui. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la dernière partie, quelques luttes épiques entre les gens de Villeneuve pour le pouvoir. Solidarité, lutte, fracture, etc. Alors, je ne reprendrai pas tout, je reprendrai simplement une période charnière qui est caractéristique de ces luttes et de ces fractures. C'est les années 1880. Décidément, Villeneuve bouge dans les années 1880. Ça bouge fort. Je vous ai déjà dit les années 1920 avec le Truel, je n'y reviens pas. Ça a quand même été... Il avait resté des traces, hein. Oh oui, il a été resté des traces, avec le village. On dirait. Et les années 1880, voilà comment les choses ont pu se passer. C'est la reconstruction de l'église qui met le feu aux poudres. À l'époque, on est en régime concordataire, donc, jusqu'en 1901, et les affaires matérielles de l'église sont régies par ce qu'on appelle la fabrique. Il y a un conseil d'administration, un président, un bureau, un trésorier, et cette fabrique, c'est acier, bardière, coutouli, roc, bardière, acier, coutouli. Et alors, il y a un prétexte qui est trouvé. Il y a d'autres familles qui ne sont pas dans ce jeu-là, qui ne sont pas parentes avec eux. Il y a la famille Ravaille, il y a la famille Orangilaire et la famille Chamaillou. Les familles Chamaillou, il y en a plus deux. Et alors, je vous fais grâce des détails. Il y a les lettres au maire, les lettres à l'évêque, les lettres au préfet. Ils nous ont piqué les bancs de la vieille église, ils nous ont volé de l'argent pour la cloche. C'est épique. Et ils sont d'ailleurs tous parents entre eux, les bandes de fripons. En gros, c'est ce qui est dit. Alors bon, ils se défendent comme ils peuvent. Et à ce propos, je vais vous lire un petit billet. Pujol, Coutouli et Dorel. Alors, Dorel, c'est un charron à Villeneuve. Sa fille Germaine Dorel s'est mariée avec Clouscar. Clouscar s'est marié avec Bouzat. Et Bouzat, c'est la maison que vous connaissez aujourd'hui. Et le Clouscar charron qui est venu était aussi limonadier. D'où le café Clouscar. Tellement, parenthèse. Donc, Pujol, Coutouli et Dorel. Le banc occupé actuellement par Bardière et Émile se trouvait au fond de l'église. Je vous dis où il est, hein, je lui demande. Ce sont là les seuls bancs qu'il a été possible de faire servir dans la nouvelle église. Quant aux autres, trop dégradés ou trop irréguliers, ils ont été livrés aux menuisiers constructeurs des nouveaux bancs. Pour la petite affaire, c'est moitié Soutadé et moitié Pujol. Et compris dans le prix de solde de ces nouveaux bancs. La sainte table qui se trouve dans l'église actuelle servait de l'ancienne. Il se justifie. La chaire était en bois de merisier, faite par un menuisier très ordinaire.
Elle laissait beaucoup à désirer, en fait, de solidité. Et on raconte qu'un dimanche de carême, Monsieur l'abbé Suc, ancien curé, prêchant à Vêpres, au milieu d'un grand mouvement oratoire, la chair, le plancher disparut, il tomba par terre. Non, sans avoir effrayé les auditrices les plus rapprochées. Vous voyez comment c'est bien dit. Hein? Alors, pendant la démolition, nous eûmes une altercation assez vive avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est Léopold Fournier de Villefranche. Pour savoir à qui appartenait cette chaire, serait-ce à la fabrique, serait-ce à lui? Pendant que nous discutions, un ouvrier essaya de détacher la vieille chaire sans la briser. Mais, précaution inutile, à peine le meuble est-il détaché du mur qu'il échappe aux ouvriers, roule par terre et se brise en 10 morceaux après avoir soulevé un nuage de poussière. La discussion fut terminée immédiatement. Et les panneaux brisés ne furent jugés bons que pour alimenter le feu. Donc, vous voyez un peu, on se justifie de tout. Et alors, on lui répond, et on lui dit, oui, mais toi, Orange, tu nous as fait payer la cloche trop chère. Et Orange se justifie. Alors, c'est une lettre, parce que pour la petite histoire, la grosse cloche de Villeneuve vient de l'ancienne chapelle, elle pèse 400